En 1912, à bord d'une montgolfière à près de 5000 mètres d'altitude, un scientifique autrichien du nom de Victor Hess fait l'une des découvertes les plus étonnantes de la science. Là-haut, Hess s'aperçoit que de mystérieux rayons d'énergie fusent de l'espace pour se diriger vers la Terre. Ils ont une intensité exceptionnelle et ne ressemblent à rien de connu. Ils sont appelés des rayons cosmiques. À la même période, sur Terre, des scientifiques étudient dans leur laboratoire d'autres rayons d'énergie tout aussi puissants et mystérieux qui sortent en masse des atomes. Une énergie connue sous le nom de radioactivité. D'un côté, des rayons mystérieux provenant de l'immensité de l'espace, et de l'autre, d'étranges rayons originaires des profondeurs de l'atome, le plus petit bloc de matière. Personne ne comprend vraiment ce que c'est, et encore moins n'imagine qu'il peut y avoir un lien entre eux. C'est le début d'une histoire extraordinaire. Les rayons cosmiques et la radioactivité vont s'avérer liés de manière si stupéfiante que ça dépasse l'entendement. La découverte de ce lien va nous forcer à repenser la réalité elle-même. Le monde que nous croyons connaître, le monde solide et rassurant, se révèle n'être qu'une portion infime d'un univers infiniment plus étrange et plus beau que dans nos rêves les plus fous. Notre réalité n'est qu'une illusion. Jusqu'au milieu des années 1920, l'atome nous a dévoilé ses étranges secrets à un rythme prodigieux, multipliant les révolutions scientifiques. En 1897, Marie Curie étudie le rayonnement émis par certains métaux rares. Elle l'appelle radioactivité. Puis, en 1905, Albert Einstein prouve de façon irréfutable l'existence et la taille d'un atome en étudiant la manière dont le pollen se comportait dans de l'eau. Quelques années plus tard, le néo-zélandais Ernest Rutherford réalise une expérience à Manchester qui lui révèle la structure interne de l'atome. Les scientifiques découvrent avec stupeur que l'atome est presque entièrement constitué d'espace vide. La question devient alors, comment cet atome vide peut-il créer le monde solide qui nous entoure ? C'est un groupe de physiciens révolutionnaires au Danemark qui va trouver une réponse à cette question. Ils suggèrent que le monde de l'atome pourrait fonctionner sur des principes totalement différents de ceux que l'humanité connaissait jusque-là. C'est-à-dire que l'atome, l'élément de base de tout ce qui est dans l'univers, serait unique et pourrait dépasser l'entendement humain. Par la suite, en explorant le cœur minuscule de l'atome, le noyau, les scientifiques découvrent qu'il contient une énergie intense. Avec cette découverte, ils pourraient théoriquement provoquer la destruction de la Terre. Mais du même coup, ils font une avancée fondamentale dans la compréhension de la création de l'univers. Et pourtant, ce n'est que le début du voyage. L'atome étrange et capricieux est loin d'avoir livré tous ses secrets. En 1927, le département de mathématiques de l'université de Cambridge compte parmi ses étudiants un jeune homme timide, gauche, mais incroyablement brillant. Son nom est Paul Adrien Maurice Dirac. Le nom de Paul Dirac ne vous évoque pas forcément grand-chose. Il aurait pourtant mérité d'être plus connu. Récemment, des physiciens l'ont élu deuxième plus grand physicien anglais derrière Isaac Newton. Et à juste titre. Tous les esprits brillants qui ont fait avancer la physique atomique ont marché dans les pas de Dirac, bouche bée, devant la formidable audace et l'approche originale dont il a fait preuve dans son travail.
En lisant un article de Dirac, alors âgé de 24 ans, Einstein dira « J'ai un problème avec Dirac. Ce balancement de funambule entre génie et folie est affreux. » En 1927, pour des raisons que personne n'a jamais vraiment bien comprises, Paul Dirac s'assigne une tâche monumentale, unifier la science. Rassembler ces innombrables morceaux disséminés en une seule entité magnifique. Cela signifie unifier les deux plus difficiles et paradoxales théories de la physique. Voici ce que Dirac veut tenter de réconcilier. D'un côté, la mécanique quantique, un ensemble d'équations mathématiques décrivant l'atome et ses composants, et de l'autre, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui au premier abord semble être sans rapport avec l'atome. Elle traite de questions plus nobles comme la nature de l'espace et du temps. L'une de ses conséquences est que les objets se comportent très différemment quand ils voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi quelqu'un voudrait-il réconcilier deux théories aussi différentes? Eh bien, vers la fin des années 1920, les équations de la mécanique quantique obtiennent systématiquement des réponses fausses pour décrire les électrons, les composants des atomes, quand ils se déplacent à de très grandes vitesses. Mais Dirac a une autre motivation, bien plus ésotérique. Il aurait prononcé un jour la phrase suivante: « Toute loi physique doit avoir une beauté mathématique. » Pour lui, le fait que la mécanique quantique et la relativité ne se concilient pas n'est pas simplement gênant, c'est tout simplement horrible. Vers 1925, à Cambridge, Dirac met à contribution son cerveau hors du commun, un cerveau que même Einstein a du mal à suivre. Voici la chambre A4 du bâtiment Newcourt. C'est ici que Dirac étudiait. La cheminée a été bouchée depuis, j'imagine, mais c'est ici que Dirac a tenté de comprendre et de concilier les deux idées nouvelles de la physique du XIXe siècle. On raconte que c'est assis devant un bon feu de cheminée que Dirac s'efforçait de réunir deux théories différentes en une seule image, en une seule équation. Pendant 3 années frustrantes, il travaille seul et d'arrache-pied sur ce problème. Et puis, un soir, au début de l'année 1928, il a une incroyable révélation. La seule manière pour moi de vous expliquer ce qui s'est passé est de dire que les équations de la mécanique quantique et de la relativité restreinte ont fusionné dans l'esprit de Dirac. La description du temps et de l'espace d'Einstein a d'une manière ou d'une autre étiré et contracté les équations existantes de l'atome. Elles se sont tordues dans tous les sens pour prendre de nouvelles formes curieuses et belles. Ensuite, guidé par sa conviction inébranlable que les lois de la nature sont forcément belles, Dirac a modelé une équation unique. Une description totalement nouvelle de ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Dirac sait qu'elle est juste, car elle est mathématiquement belle. Here it is. Voici l'équation de Dirac. Gamma mu, facteur de I rond moins EA mu, psi, égale M psi. N'essayez pas de comprendre. Regardez-la simplement comme la merveille qu'elle est, à placer sur le même plan que le Roi Lear, la 5e symphonie de Beethoven, ou l'origine des espèces de Darwin. Parce que derrière ces symboles, il y a la description parfaite du fonctionnement de la réalité à son niveau fondamental. C'est le code secret qui permet de décrypter la nature. Avec une élégance mathématique parfaite, l'équation de Dirac décrit une particule atomique voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Et ça, Dirac s'y attendait. Mais en regardant de plus près son équation,
il remarque quelque chose d'époustouflant, de révolutionnaire. Par la suite, il dira que son équation en savait plus que lui. En substance, l'équation de Dirac lui dit qu'il existe un autre univers qu'on n'a jamais remarqué auparavant. Parce qu'au lieu de n'avoir qu'une solution, son équation en a deux. La première décrit l'univers qu'on connaît, constitué des atomes qui nous sont désormais familiers. La seconde décrit une sorte d'image miroir de notre univers, constitué d'atomes dont les propriétés sont en quelque sorte inversées. Les fans de science-fiction se doutent de ce qui va suivre. L'équation de Dirac annonce qu'en plus de la matière, il existe une antimatière. La théorie de Dirac semble dire que pour toute chose de notre monde, toute partie d'un atome, toute particule, il peut exister une antiparticule correspondante. De la même masse, mais exactement opposée pour tout le reste. Tel un miroir, un univers constitué d'atomes d'antimatière, et qui aurait la même apparence et le même fonctionnement que notre univers. Je pourrais parfaitement être constitué intégralement d'antimatière. L'anti-moi aurait exactement la même apparence et le même comportement que mon moi original. Et effectivement, il est possible que là-dehors, dans l'immensité du cosmos, il y ait des étoiles et des planètes, voire des êtres vivants constitués d'antimatière. L'équation de Dirac permet de faire une dernière prédiction. Elle énonce que la matière et l'antimatière ne doivent jamais entrer en contact, sous peine de s'anéantir dans une explosion d'énergie. La masse combinée de la matière et de l'antimatière se convertirait intégralement en énergie selon la fameuse équation d'Einstein, E égale mc carré. Alors, si je rencontrais mon double, lui et moi exploserions avec l'équivalent en énergie d'1 million de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Tout cela a des airs de science-fiction. Et l'antimatière a effectivement inspiré un certain nombre d'auteurs. En réalité, l'antimatière, et en particulier ses électrons appelés positrons, sont fabriqués de nos jours quotidiennement en laboratoire. Les positrons sont utilisés par des appareils d'imagerie médicale sophistiqués, appelés TEP scan, tomographie par émission de positrons. Ils sont capables de voir à travers le crâne et de faire une carte précise de notre cerveau. Mais dans les années 1920, la première réaction des physiciens face à l'équation de Dirac est un profond scepticisme. Dirac lui-même a du mal à croire en ses propres résultats. L'antimatière apparaît comme un concept grotesque. C'est alors qu'arrive une confirmation retentissante de l'équation de Dirac et de toutes ses implications paradoxales. Elle vient de là où on ne l'attendait pas, de l'espace. En 1932, le physicien Carl Anderson travaille ici, à Caltech, à Los Angeles. Il y fait une découverte étonnante en étudiant les rayons cosmiques. Ce sont des particules subatomiques hautement énergétiques qui bombardent continuellement la Terre depuis l'espace. Pour cela, il se sert d'un appareil appelé chambre à brouillard. C'est une sorte de cuve remplie d'un fin brouillard de vapeur d'eau. On peut observer la trace des particules qui traversent la vapeur. Placées à l'intérieur d'un champ magnétique, ces traces sont déviées d'un côté ou de l'autre en fonction de la charge électrique de la particule. Les traces des particules positives penchent d'un côté, celles des négatives penchent de l'autre. Anderson détecte des particules qui sont exactement comme les électrons, mais qui dévient dans la direction opposée. Il vient de découvrir les anti-électrons de Dirac, des particules d'antimatière. L'équation de Dirac est une réelle prouesse. Sa prédiction purement mathématique de l'existence de l'antimatière suffit à en faire une pierre angulaire de l'histoire de la pensée humaine. Mais quelques années à peine après sa publication, Dirac le premier, puis d'autres ensuite, devinent que son équation indique quelque chose de profond, quelque chose de totalement nouveau sur la nature.
Ils avaient raison. Mais les plus grands esprits de ce monde vont mettre 30 ans à mettre au jour ce qui se cache derrière l'équation de Dirac. Le problème de l'équation de Dirac est le suivant. Aussi magistrale qu'elle soit, et bien qu'elle ait permis la découverte de l'antimatière, au final, elle n'est capable de décrire qu'un électron isolé. Elle ne peut pas expliquer ce qui se passe en présence de plus d'un électron. Il faut donc une nouvelle théorie. Une théorie qui explique l'interaction des électrons entre eux. Ce sera la question la plus ardue du milieu du XXe siècle. Mais quand sa réponse arrivera, elle s'accompagnera d'une révélation inattendue. Ce bureau de Caltech, à la périphérie de Los Angeles, était celui du grand Richard Feynman. Dans notre histoire des grands génies de la physique, Feynman se place, de mon point de vue, juste derrière Einstein, dans le classement des plus grands physiciens du XXe siècle. Feynman n'était pas un génie ordinaire. Beaucoup en parlent comme d'un magicien. C'était un penseur d'une très grande intelligence, doté d'un esprit novateur. Comme Einstein, c'est devenu un personnage mythique. Son nom est en tout cas très connu. Feynman était un personnage haut en couleur, il avait beaucoup de personnalité. Il cultivait soigneusement son personnage et racontait volontiers des anecdotes sur lui-même. Il fréquentait les clubs de striptease, avait des aventures avec ses étudiantes, on dit même qu'il participait à des orgies. Mais sa plus grande contribution à la physique a été son rôle dans le développement de la phase suivante de la mécanique quantique. Feynman et ses contemporains tentent de reprendre le flambeau de Paul Dirac et de développer une théorie qui ferait avancer notre compréhension de l'atome, d'un saut quantique, pour ainsi dire. Comme Dirac et son équation de l'antimatière avant eux, ils ont comme objectif, avec cette nouvelle théorie, d'unifier la science. Ils veulent comprendre quels effets les électrons ont les uns sur les autres. En d'autres termes, l'objectif est d'expliquer toutes les interactions avec le champ électromagnétique. Ils donnent à leur projet d'unification le nom d'électrodynamique quantique, ou EDQ. Ce projet est un formidable défi et son résultat grandiose. Rien de moins que la théorie scientifique la plus précise et approfondie jamais élaborée. Elle prédit notamment qu'une certaine propriété de l'électron appelée moment magnétique a une valeur de 2,002319,304. Les expériences donnent exactement la même valeur. Théorie et expérience donnent un accord au 10 milliardième près. C'est une précision jamais atteinte auparavant. C'est aussi fort que de mesurer la distance entre Londres et New York aux cheveux près. La précision phénoménale de l'électrodynamique quantique permet d'expliquer quasiment tous les phénomènes physiques. On n'a jamais été aussi près d'une théorie globale, la théorie du tout. Elle définit aussi bien les lois de la nature que l'échelle atomique. Elle explique les formes, les couleurs, les textures et la manière dont quasiment tout interagit et s'intègre. Elle est à la base et englobe tous les phénomènes de la vie courante, de la biochimie à la physique. Alors, que dit vraiment l'électrodynamique quantique? C'est là que ça se complique. Elle a beau décrire superbement la nature, il est quasiment impossible de comprendre où va Richard Feynman avec cette théorie. Voici ce qu'il a dit lorsqu'il a rendu publique sa théorie. Ma tâche est de vous convaincre de ne pas la rejeter parce que vous n'y comprenez rien. Mes étudiants en physique ne la comprennent pas. C'est parce que moi-même je ne la comprends pas. Personne ne la comprend. Comment espérer qu'on puisse y comprendre quelque chose si l'inventeur lui-même ne comprend pas sa propre théorie? Maintenant que je vous ai mis en garde, je vais quand même tenter de vous l'expliquer. D'abord, vous devez mettre de côté tout ce que vous savez sur la nature. Vous devez abandonner l'idée que l'espace vide est vide. Si j'aspirais tout l'air de ce bocal,
Vous me diriez probablement, comme j'en ai retiré tous les atomes, il ne reste qu'un vide, un volume de vide pur. L'électrodynamique quantique contredit cette idée commune en disant que le vide n'est pas, je répète, le vide n'est pas un endroit où rien n'existe, où rien ne se passe. En réalité, c'est rempli de choses et il y règne une activité bouillonnante. Comment est-ce possible ? Imaginons un point infinitésimal dans le vide. Le bon sens nous fait dire qu'il n'y a rien. La physique quantique, elle, nous dit qu'il n'y a rien en moyenne. Et ces deux mots, en moyenne, nous forcent à repenser notre compréhension de la réalité. Pensez à l'espace vide comme à un compte en banque sur lequel il n'y a rien en moyenne. En tant que physicien dans le public, c'est un concept que je connais bien. Certains jours, il y aura 150 € au crédit, d'autres ce sera 150 au débit. En moyenne, il y aura une balance de 0. L'espace vide semble fonctionner de la même manière, excepté qu'il emprunte de l'énergie et non de l'argent. Cette énergie est littéralement empruntée à l'avenir, pourvu qu'elle soit remboursée très rapidement. En pratique, ça veut dire que l'énergie empruntée peut être utilisée pour créer une particule ou une antiparticule qui sont spontanément formées depuis le vide, à condition qu'une fraction de seconde plus tard, elles s'anéantissent mutuellement et disparaissent. L'énergie provient de nulle part. Elle est transformée en matière, la matière s'autodétruit ensuite et redevient énergie. Et tout cela se produit en un instant partout, dans tout le vide. En fait, comme une confirmation stupéfiante de la théorie de l'antimatière de Dirac, le vide grouille de particules de matière et d'antimatière qui se créent et s'anéantissent continuellement. Réduit à une plus petite échelle, l'espace est une tempête constante de création et de destruction. Les physiciens appellent ça le téléphone quantique. Les particules du téléphone quantique vont et viennent si rapidement qu'on n'en a absolument pas conscience. On parle alors de particules virtuelles. Mais si on pouvait ralentir le temps, on serait capable de voir cette activité bouillonnante, cette création et destruction perpétuelle d'énergie et de matière qui structure la réalité. De là vient l'idée la plus renversante de toutes. L'électrodynamique quantique énonce que la matière, qu'on pense être à la base de notre monde, n'est en réalité que les restes de toute l'activité bouillonnante des particules virtuelles dans le vide. Vous, moi, la Terre, les étoiles, tout fait partie d'une réalité plus profonde et infiniment plus complexe qu'on ne le pensait. Bien sûr, quand Feynman commence à développer son idée révolutionnaire à Caltech au milieu des années 40, ses contemporains sont horrifiés. À cette époque, l'opinion générale est que l'électrodynamique quantique est un fiasco total. La théorie n'avait pas de solution. Les équations n'avaient pas de solution tangible. Les mathématiques étaient parties dans une direction incontrôlée. Mais Feynman est persuadé de pouvoir déceler au-delà de ces mathématiques ardues une vérité nouvelle. Avec toute l'arrogance et l'assurance de la jeunesse, Feynman taille dans cette complexité mathématique pour en tirer une série de diagrammes révolutionnaires, mais presque enfantins, pour expliquer ces nouvelles idées. Leur élégante simplicité tranche avec la complexité mathématique de la mécanique quantique traditionnelle. Le conflit semble inévitable. En 1948, à l'âge de 30 ans, Richard Feynman décide de dévoiler à la communauté scientifique sa version controversée de l'électrodynamique quantique à l'aide de ses diagrammes. Il choisit la plus importante conférence scientifique américaine annuelle.
La conférence de Shelter Island, en Pennsylvanie, est une grand-messe de la physique. Sont présents Niels Bohr, le père de la physique nucléaire, Paul Dirac, celui qui a découvert l'antimatière, et l'homme qui est derrière la bombe atomique américaine, Robert Oppenheimer. La conférence s'ouvre dans une atmosphère morose. La confiance dans l'électrodynamique quantique a disparu. Elle apparaît désormais comme un immense gâchis. L'un après l'autre, les physiciens avouent dans de longs discours leur incapacité à trouver une solution. Jusqu'à l'intervention de Richard Feynman. Il a à peine 30 ans, il se lève, il fait face aux plus illustres scientifiques et commence à dévoiler ses nouveaux diagrammes et ses équations. Ce qui se passe ensuite est très surprenant. Une querelle éclate, non pas tant à cause de la description bizarre de la réalité de Feynman, les physiciens étaient habitués aux choses bizarres, mais parce qu'il avait osé représenter ce qui se passe. Au lieu d'utiliser de bonnes vieilles formules mathématiques obscures et compliquées, Feynman décrivait tout ce que ces particules virtuelles étaient capables de faire avec ces images simples. Il déclenche un véritable tumulte. Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, bondit de sa chaise de dégoût. Les diagrammes de Feynman le révulsent parce qu'ils vont contre tout ce à quoi il a consacré toute sa vie. Lui est convaincu que les particules atomiques ne peuvent en aucun cas être représentées. Feynman défend sa nouvelle théorie en tentant d'expliquer que les diagrammes sont un simple instrument pour représenter ces nouvelles équations. Mais les autres scientifiques, y compris Paul Dirac, ne veulent pas en entendre parler. Il se fait traiter d'idiot qui ne comprend rien à la mécanique quantique. Feynman finit son exposé meurtri, mais sans regret. Il sait que ces nouveaux diagrammes et ces équations sont correctes, si seulement il pouvait convaincre les autres. Ce soir-là, Feynman rencontre un autre jeune physicien du nom de Julian Schwinger. Celui-ci, considéré à 12 ans comme un enfant prodige, a à peu près le même âge que Feynman. Bien qu'ils aient travaillé séparément et avec des approches différentes sur l'électrodynamique quantique, ils ont tiré les mêmes conclusions. Avec leurs nouvelles équations, ils sont capables de comprendre l'électrodynamique quantique. Et avec les diagrammes de Feynman, ils produisent une théorie d'une puissance extraordinaire. Ils s'associent pour lancer une attaque frontale contre Niels Bohr et les conservateurs. À la fin de la conférence en Pennsylvanie, l'humeur est passée d'un sentiment de frustration et de désespoir à celui d'excitation et d'idéalisme. Dans les années qui suivent, ils étaient leur théorie et celle-ci devient rapidement la théorie la plus précise et la plus percutante jamais élaborée par l'homme. L'électrodynamique quantique affirme que l'espace vide regorge en réalité d'une énergie intangible et de particules invisibles. La théorie est finalement acceptée, mais ne convainc pas tous les scientifiques. Nombre de sceptiques diront que ces entités fantômes qui remplissent prétendument le vide ne sont pas une réalité. Les équations mathématiques complexes de l'électrodynamique quantique semblent avoir besoin qu'elles existent, mais cela ne signifie pas pour autant que c'est effectivement le cas. Elles pourraient n'être qu'un fantasme mathématique, sans fondement réel. Mais mauvaise nouvelle pour les sceptiques. Depuis la fin des années 1950, des preuves montrant que l'espace vide n'était pas du tout vide, mais qu'il bouillonnait d'activité, ont été observées maintes fois en laboratoire. L'électrodynamique quantique est sous tous ses aspects une découverte absolument grandiose. C'est l'un des sommets de notre histoire. La conclusion glorieuse de 5 décennies de science, pleine de rebondissements. À l'aide de cette théorie, l'atome nous a livré des explications sur les fondements de l'univers. Mais dans le même temps, avec l'arrivée triomphale de l'électrodynamique quantique à la fin des années 40, notre histoire devient plutôt chaotique et désordonnée.
Les scientifiques sont convaincus qu'une grande partie de l'univers est composée de deux choses, d'atomes et de lumière. La lumière est constituée d'infimes particules appelées photons. Et les atomes ont trois composants, l'électron, le proton et le neutron. Et avec l'antimatière, il y a aussi les antiprotons, les antineutrons et les positrons. Un peu étrange, mais parfaitement symétrique. Tout allait donc pour le mieux dans le jardin de la physique, grâce aux lois de l'électrodynamique quantique. C'est alors qu'une myriade de nouvelles particules fait son apparition aux grandes dames des physiciens. Des entités originales qui ne rentrent dans aucune théorie connue apparaissent à un rythme tellement rapide dans les laboratoires de physique que les scientifiques ne savent plus quel nom leur donner. Neutrinos, pions positifs, pions négatifs, kaons, lambda, delta. Et bien sûr, chacune a son équivalent dans l'antimatière. Quand une nouvelle particule, le muon, est découverte, un physicien s'exclame en plaisantant « Mais qui a commandé ça ?» Tout cela n'est qu'un vaste bazar sans queue ni tête que les physiciens désespérés appellent le zoo des particules. On aurait dit qu'à chaque fois que les scientifiques résolvaient une énigme de la nature, l'atome leur donnait quelque chose d'encore plus bizarre à régler. En quelques années seulement, la physique nucléaire est devenue un chaos total. Et bien sûr, la résolution de ce nouveau mystère allait nécessiter une autre révolution scientifique. Le troisième génie de notre récit est Murray Gell-Mann. Enfant prodige, il entre à Yale à 15 ans pour étudier la physique. Il a à peine 20 ans quand il obtient son doctorat. Il est doté d'une intelligence hors du commun qui intimide son entourage. Il est polyglotte et il semble avoir une réponse à tout, quoi que vous lui demandiez. Comme Richard Feynman, qu'il rejoint à Caltech au début des années 60, il semble avoir cette capacité de voir au-delà des mathématiques et de leurs conventions pour élucider les mystères de la nature. Ensemble, Feynman et Gell-Mann forment un tandem de choc. Ce bureau, le numéro 456, était celui de Feynman. Deux portes plus loin, dans le même couloir, se trouvait celui de Gell-Mann. Il y avait une grande rivalité entre ces deux intellectuels, mais ils se nourrissaient mutuellement de la créativité de l'autre. C'étaient deux personnalités très différentes, Feynman dans le rôle du bouffon, Gell-Mann dans celui de l'élitiste cultivé. Gell-Mann ne supportait pas d'entendre la voix tonitruante de Feynman, et ce dernier prenait plaisir à lui faire une peur bleue. Mais le fait est que durant les années 60 et 70, ces deux génies de Caltech ont dominé l'univers de la physique des particules. Leur rivalité farouche les pousse à se dépasser. Gell-Mann en particulier cherche désespérément à surpasser Feynman en apportant un peu d'ordre dans le zoo des particules. Dans l'atmosphère d'émulation intellectuelle de Caltech, Gell-Mann fait quelque chose de très étrange. Il commence à traiter la question de la prépondérance des particules subatomiques en se basant sur un type de mathématiques différent. Il utilise une forme obscure de mathématiques appelée la théorie des groupes. Comme son nom le suggère, c'est une théorie qui analyse des groupes de nombres et de symboles et tente de les organiser en schémas simples et en symétrie. C'est un peu comme travailler avec une forme abstraite d'origami. Avec cette méthode, Gell-Mann commence à organiser toutes les particules connues en un système qu'il appelle la voie octuple, d'après un poème bouddhiste. Il a alors sa révélation la plus extraordinaire. Gell-Mann comprend que sa théorie des groupes semble montrer du doigt une vérité mathématique nouvelle, sous-jacente, plus profonde. Quelque chose qui pourrait revisiter les lois atomiques. Les calculs de Gell-Mann lui révèlent que pour trouver des schémas cohérents de classification de toutes les particules de sa voie octuple, il doit admettre qu'il existe une réalité différente. Une fois encore, les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être.
Pour les physiciens, les atomes étaient faits de trois types de particules. Les électrons, gravitant en orbite autour du noyau, qui lui-même était constitué de protons et de neutrons. Gell-Mann a eu l'audace de suggérer que les protons et les neutrons étaient eux-mêmes composés de particules plus élémentaires encore. Des particules qu'il appelle quarks. Gell-Mann a beau être cultivé et arrogant, au fond, il manque de confiance en lui. Il sait que pour ses pairs, même ceux qui sont habitués aux bizarreries de l'atome, les quarks sont le pas de trop. Et de toute façon, rien n'a jamais, même indirectement, prouvé l'existence de quelque chose qui ressemblerait à un quark. Il est convaincu que sa nouvelle théorie va être stigmatisée comme étant bizarre, voire fausse. Gell-Mann garde donc pour lui sa découverte. L'une des plus grandes idées de la science a bien failli être perdue à tout jamais. Mais une chose extraordinaire se produit alors, à quelques centaines de kilomètres au nord de Caltech. C'est l'accélérateur linéaire de Stanford, situé à quelques kilomètres au sud de San Francisco. Ce que vous voyez derrière moi est l'extrémité d'un pistolet à électrons géant. Un faisceau d'électrons de haute énergie est propulsé dans un tunnel dont l'entrée est située à plus de 3 km dans les collines. Les électrons passent sous l'autoroute pour ressortir à cette extrémité où ils entrent dans la zone d'expérimentation. Le grand bâtiment là-bas est appelé Terminal A. Et c'est là qu'a été faite l'une des plus grandes découvertes de la physique. Il a été construit dans les années 60. Il était alors, et il est encore aujourd'hui, le bâtiment le plus long sur Terre. Bien qu'il ait plus de 40 ans, il y a toujours des travaux en cours et il continue d'être utilisé dans la recherche. Je suis maintenant à l'intérieur de cet accélérateur linéaire de 3 km 220 mètres de long. Les objets rouges que vous voyez sur votre droite sont appelés clistrons. Ce sont eux qui fournissent l'énergie nécessaire à l'accélération des électrons qui courent 6 mètres en dessous de nous. Les électrons auront atteint dès les premiers mètres 99% de la vitesse de la lumière. Pour le dire autrement, si vous tiriez une balle au moment du départ des électrons, ces derniers auraient déjà parcouru les 3 km 220 mètres du tunnel avant même que votre balle ait quitté le barillet. Le faisceau d'électrons qui avance presque à la vitesse de la lumière serait arrivé ici, dans la zone cible. En 1968, il y aurait eu là où je suis un grand réservoir rempli d'hydrogène, donc de protons. Les électrons se seraient écrasés contre les protons et dispersés dans des tubes pour être captés par d'énormes détecteurs disséminés dans le hall autour. Grâce à cette expérience, les physiciens ont eu la confirmation qu'il y avait peut-être d'autres lois enfouies plus profondément dans le zoo des particules. Ce qu'ils découvrent en observant la manière dont les électrons se dispersent à cause de la très haute énergie est la preuve formelle que les protons ont une structure interne. En d'autres termes, les protons sont eux-mêmes constitués de particules plus élémentaires. Les voilà, les quarks de Gell-Mann. Le moment est exceptionnel. Pendant des décennies, les scientifiques étaient persuadés que les composants du noyau atomique, le proton et le neutron, étaient les particules élémentaires. Et voilà que pour la première fois, on a la preuve qu'il existe quelque chose en dessous d'eux. Le quark est un animal complexe et insaisissable. Il en existe 6 sortes qui sont appelées saveurs. Up, down, strange, charm, top et bottom. De plus, les quarks ne sont jamais isolés, ils sont toujours combinés avec d'autres quarks. Cela les rend donc impossibles à voir directement. On ne peut que déduire leur présence. Malgré ça, le quark a apporté un semblant d'ordre dans le zoo des particules.
Ces dernières années, il nous a permis de concocter une description simple mais percutante de la manière dont est construit l'univers. En gros, tout ce qui est dans l'univers, constitué d'atomes, est fait de quarks et d'électrons. C'est à peu près l'état de la science à l'heure actuelle. La découverte du quark en 1967 a été la dernière découverte significative d'un nouveau type de particules élémentaires. Certains disent qu'on pourrait encore découvrir que le quark est fait de quelque chose d'encore plus étrange. Est-ce possible? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Nous avons parcouru un chemin incroyable depuis la preuve de l'existence des atomes par Einstein en 1905 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons appris tant de choses sur le monde atomique. Depuis la taille et la forme de l'atome, à la manière dont son centre recèle le secret de l'univers. Depuis la révélation d'un monde inconnu d'antimatière, à celle du fait que l'espace vide est loin de l'être. Alors qu'on pensait que l'atome était l'élément de base de l'univers, on a découvert qu'il existait encore quelque chose à l'intérieur de lui. Et pourtant, malgré tous les secrets que la science a percés, il reste des choses inexplicables. Deux anomalies saisissantes et dérangeantes subsistent. La première est désormais une préoccupation principale des physiciens théoriques à travers le monde. Elle concerne le phénomène physique le plus ancien. La gravitation. Même si la gravitation a largement été appréhendée depuis Einstein, elle ne s'est jamais vraiment intégrée à la théorie atomique jusqu'à aujourd'hui. Soudain, il y a une lueur d'espoir pour des idées qui paraissaient presque trop folles pour être possibles. L'une d'entre elles est la théorie des cordes. Elle considère que toutes les particules subatomiques sont des cordelettes vibrantes qui possèdent des dimensions spatiales supplémentaires. Il y a également la théorie des brane. Elle suggère que l'entité espace et temps n'est qu'une membrane flottant à travers le multivers. Une autre est la gravitation quantique à boucle, qui suggère que rien n'existe vraiment et que tout est fait de petites boucles d'espace et de temps. Même si la gravitation a du mal à s'intégrer à la théorie quantique, cette dernière cache sûrement quelque chose de plus grave, quelque chose de véritablement cauchemardesque. Dans les conférences de physique à travers le monde, quand tard le soir, nous les scientifiques débattons de nos idées et de nos rêves les plus fous, nous sommes toujours confrontés à des idées qui nous posent vraiment des problèmes. Comme par exemple les lois de la mécanique quantique auxquelles l'atome obéit, et notamment un aspect particulier désigné comme le problème de la mesure quantique. Si vous voulez voir la peur dans les yeux d'un physicien, vous n'avez qu'à prononcer ces mots, problème de la mesure. Voici en quoi ça consiste. Un atome n'apparaît à un endroit précis que si vous le mesurez. En d'autres termes, un atome est disséminé à un endroit jusqu'à ce qu'un individu conscient décide de l'observer. Par conséquent, l'acte de mesure ou l'observation crée l'univers. Pour vous montrer à quel point cette idée est folle, je vais vous expliquer l'une des expériences scientifiques les plus célèbres. Il s'agit de l'expérience du chat de Schrödinger. Erwin Schrödinger a été l'un des pères fondateurs de la théorie atomique. Au milieu des années 1930, il a mis au point une expérience de pensée uniquement pour mettre en lumière l'absurdité de la mécanique quantique. Il suggérait de prendre une boîte et d'y placer un flacon fermé de cyanure relié à un détecteur de radiation et de la matière radioactive. L'idée était que si un atome de la matière radioactive émet une particule, elle sera décelée par le détecteur qui libérera alors le cyanure. Ensuite, prenez le chat de Schrödinger, en l'occurrence un adorable chat des forêts norvégiennes du nom de Dawkins. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas réellement de cyanure. Placez le chat dans la boîte, fermez le couvercle et attendez. Voilà le mystère. Selon la mécanique quantique traditionnelle, connue sous le nom d'interprétation de Copenhague,
Tout le temps que la boîte sera fermée, l'atome radioactif à l'intérieur devra choisir s'il va se désintégrer et cracher une particule ou non. Nous sommes donc obligés de le décrire comme s'étant désintégré et ne s'étant pas désintégré en même temps. Pensez à ce que ça signifie. Comme la particule radioactive déclenche la libération du poison, le chat est à la fois empoisonné et non empoisonné. Jusqu'à ce qu'on soulève le couvercle pour constater le sort du chat, ce qu'on appelle prendre la mesure, ce n'est pas seulement ce qu'on ne sait pas. Le chat est à la fois mort et vivant, en même temps. C'est clairement un paradoxe, non ? Le paradoxe du chat de Schrödinger et la nature contradictoire du problème de la mesure nous oblige à accepter que les objets à l'échelle atomique obéissent à leurs propres règles. Mais à des échelles plus grandes, celles que l'homme voit au quotidien, ces règles s'évanouissent et un nouvel ensemble de règles intuitives prend le relais. Comment est-ce possible ? Certains soutiennent que la bizarrerie quantique de l'atome pourrait en réalité être écrite en grosses lettres dans le cosmos, et qu'il faudrait sans doute repenser tout ce que nous savons de l'univers. Ces 100 dernières années, nous avons regardé loin à l'intérieur de l'atome, l'élément de base de l'univers. Et à l'intérieur de ce corps minuscule, nous avons trouvé un autre monde étrange, gouverné par des lois originales qui semblent parfois défier la raison. Les atomes présentent des contradictions vertigineuses. Ils peuvent se comporter comme des particules ou des ondes. Ils apparaissent simultanément à plus d'un endroit. Ils nous forcent à repenser ce qu'on entend par passé et futur, cause et effet, et nous disent des choses étranges sur l'origine de l'univers et sa direction. Plutôt impressionnant pour quelque chose qui ne fait qu'un millionième de millimètre de largeur. C'est pourquoi Niels Bohr, le père de la physique nucléaire, a dit un jour que lorsqu'il s'agit de l'atome, le langage ne peut être que poétique. Ce que je trouve fascinant, c'est que bien qu'on connaisse des quantités de choses sur les atomes et leur comportement, nous n'en sommes encore qu'au début du chemin scientifique. Parce que si on sait comment se comporte un atome seul ou une combinaison de quelques atomes, la manière dont des milliards d'atomes combinés créent le monde qui nous entoure reste encore en grande partie un mystère. Pour vous donner un exemple parlant, les atomes qui constituent mon corps sont identiques à ceux qui sont dans les roches, les arbres, dans l'air et même dans les étoiles. Et pourtant ils s'assemblent et créent un être conscient capable de poser la question « Qu'est-ce qu'un atome ?» Éclaircir cela est sans doute le prochain plus grand défi de la science.